Ro était un perdant arrogant, assassiné par un psychopathe dérangé, mais tout change quand il renaît en un faible gobelin capable d'absorber le pouvoir de tout ce qu'il mange. Il évolue alors pour devenir l'être le plus fort et commence à se taper toutes sortes de filles monstres. L'histoire commence avec Ru, impuissant, voyant sa vie lui échapper, brutalement assassiné par un soi-disant arlequin. Mais la fois suivante où il ouvre les yeux, il voit une vieille créature laide avec d'horribles bébés verts et se met à pleurer en réalisant qu'il a été réincarné en l'un des pires monstres insignifiants qui soit, un gobelin de niveau 1. 3 jours plus tard, Ru mûrit vite et s'associe avec le plus grand gobelin de leur nurserie, Kishi, pour explorer ce nouveau monde étrange et chasser leur premier repas. En dehors de leur nurserie, ils travaillent ensemble et attrapent un lapin à cornes pour le déjeuner. Mais quelques secondes après que Ru ait mangé la viande de lapin, il entend une voix étrange dans sa tête lui disant qu'il a débloqué la capacité d'évasion et il est super confus. Soudain, il se souvient d'une capacité spéciale qu'il avait dans sa vie antérieure, appelée absorption, une capacité extrêmement rare qui lui permet d'acquérir des traits spécifiques et des objets qu'il mange, et il comprend qu'il la possède toujours, ainsi que ses souvenirs de sa vie passée. Le lendemain matin, Ru rencontre sa première waifu de harem, Gami, qui observait et admirait sa croissance rapide. Elle colle son corps svelte contre le sien, mais comme il est encore vierge, comme vous, Ro l'invite simplement à chasser avec lui le lendemain. Malheureusement, il pleut le lendemain. Alors Ru reporte la chasse et visite l'entrepôt pour trouver des matériaux pour une nouvelle arme. Arrivé là, il trouve un groupe de femmes humaines emprisonnées, mais il les ignore et retourne discrètement à la nurserie pour continuer à travailler. Cependant, alors qu'il forge sa nouvelle arme, il commence à se demander si ces femmes sont simplement de la nourriture pour eux ou s'il y a une autre raison mystérieuse derrière leur capture. Juste à ce moment, le gobelin aîné de la nurserie, l'aîné G, l'interrompt et explique comment un gobelin peut évoluer vers une forme de vie plus avancée s'il peut monter en rang du niveau 1 à 100. Ru est toujours confus par les divagations de l'aîné G, mais quand G rit malicieusement, il commence à se demander si quelque chose d'autre se passe. Au cours des jours suivants, Ru acquiert plus de compétences des monstres qu'il mange en chassant avec Kichi et Gobme sans jamais réaliser qu'ils sont observés par 3 gobelins affamés et jaloux. Une nuit, ces 3 gobelins affamés tentent une embuscade à Ro pour le tuer dans son sommeil, mais Ro les voit venir grâce à sa capacité de détection et les tabasse si violemment que ses autres frères et sœurs ont peur de sa force. Le lendemain, Ru et son équipe rencontrent un orc dans la forêt et l'attaquent. L'orc se défend bien au début, réussissant même à blesser Kishi. Cependant, grâce à l'incroyable travail d'équipe de Ru et Gobi, ils écrasent les articulations de l'orc avec de petites pierres et l'achèvent une fois immobile. Ensuite, ils mangent la viande d'orc et Ru acquiert quelques compétences supplémentaires grâce aux nutriments. Ensuite, ils rapportent des portions à la nurserie pour nourrir tous leurs frères et sœurs. Au début, les frères et sœurs hésitent à accepter la viande, craignant qu'ils ne les battent comme il l'a fait avec les 3 autres. Mais quand Ra les assure que tout va bien, ils mangent autant qu'ils peuvent. Plus tard, cette nuit-là, pendant qu'il dort, la voix dans la tête de Rose lui offre une chance d'évoluer s'il le souhaite, mais comme il est trop fatigué, il accepte inconsciemment toutes les conditions sans les lire. Le lendemain matin, Ru se réveille pour réaliser que lui et Kichi ont évolué pour devenir des hobgoblins avec des abdos en tablette de chocolat, tout comme Ashton Hall. Pour tester leur force, Kichi défie Ru en duel dans la forêt, et Ru accepte. Quelques instants plus tard, alors que leur faux combat commence, Kichi se jette sur Ru avec un barrage de coups de poing, le forçant dans un coin. Ru esquive tous les coups de Kichi et attend sa chance de contre-attaquer. Dès qu'il voit sa chance, Ru donne un coup de pied dans la jambe de Kichi, le faisant tomber et gagne le duel. Immédiatement après le combat, Ru sent des monstres dangereux arriver. Alors il appelle Gobni qui observait secrètement leur combat et se prépare à une embuscade. Bientôt, un groupe de loups noirs apparaît près de leur position, chassant tout ce qui est en vue. Au moment où ils commencent à se nourrir, Ru demande à Gobni de tirer une flèche empoisonnée sur le chef de meute pour le tuer, et puis il attaque le reste des loups plus petits avec Kichi. Peu après les avoir vaincus, Ru dévore le chef de meute, acquiert un tas de ses capacités et ramène le reste de la viande à la nurserie pour nourrir ses autres frères et sœurs. Cependant, avant de les laisser manger, il promet de leur apprendre à forger des armes et à chasser leur nourriture, et ils acceptent tous de s'entraîner sous sa direction. Les choses se passent bien pour les gobelins alors que la nuit se termine sur une bonne note. Malheureusement, quand ils se lèvent le lendemain, Ru et l'aîné G découvrent que leurs prisonnières humaines ont déjà fait une overdose de poison et se sont immolées pour mettre fin à leur souffrance. Imperturbable, Ru leur rend un hommage silencieux et retourne chasser des espèces plus fortes et entraîner ses frères et sœurs. Quelques jours plus tard, un groupe d'une douzaine de hobgoblins qui se nomment les Pilars s'approche de leur nurserie. Initialement, Ru essaie de les attaquer, pensant qu'ils étaient des gobelins ennemis, mais quand l'aîné G révèle que les pillards sont leurs prédécesseurs, il se calme et les accueille chez eux. Alors que les pillards s'installent dans leur village, Ru aperçoit le nouveau lot de femmes humaines qu'ils ont capturées en chemin et réalise vite que les gobelins ont besoin des filles à des fins de reproduction et de plaisir. En tant qu'ancien humain, Ro refuse que cela se produise. Alors il approche le chef du groupe de pillards, Hopkins, et demande poliment à être mis en charge des femmes humaines. Hopkins voit l'audace de Ro comme un manque de respect, alors il devient grincheux et prêt à se battre contre Ro. Cependant, avant que le combat n'ait lieu, une mage gobelin femelle nommée Hopsai et son ami Hopsudo apparaissent et suggèrent que Ro et Hopkins se battent en duel standard pour décider qui commande. Naturellement, tout le monde est d'accord, mais dès que la bataille commence, Ro enveloppe Hopkins dans un épais cocon de soie d'araignée démoniaque qu'il a appris en mangeant une araignée démoniaque plus tôt, et vainc Hopkins. Après cela, il devient le chef officiel du village et promet aux femmes humaines qu'il ne laissera personne leur faire de mal. L'une des filles, une rousse au caractère bien trempé nommée Rubella, lui demande ce qu'il veut en échange de leur protection, et Ru dit qu'il veut juste leur savoir humain. Touchés par sa bienveillance, les filles pleurent à chaudes larmes et Ru les laisse dans leur cage.
Quelques jours plus tard, Hopkins et ses acolytes se faufilent dans la prison où sont gardées les femmes humaines pour les forcer à des faveurs sexuelles. Cependant, juste au moment où ils sont sur le point d'obtenir ce qu'ils veulent, Roux sent le danger depuis son lit et se précipite vers la prison. Là, il tabasse à mort Hopkins et ses sbires et gagne assez de crédit social pour devenir le prince charmant des filles. Dès que Gobmé, Kichi et les autres se réveillent, Roux attache Hopkins et ses sbires dehors sous la pluie et les bat tous à mort pour donner l'exemple à ceux qui penseraient à lui désobéir à l'avenir. Au matin, Roux et son équipe abattent un monstre cheval à 3 cornes de rang A et s'installent pour savourer la viande. Après avoir mangé de la viande du cheval, Rao apprend la capacité de triple poussée qui augmente la puissance de ses attaques par 3 et la stocke dans son inventaire. Le lendemain matin, Ru quitte son camp d'entraînement pour chasser une variété de proies plus fortes dans les parties nord de la forêt. En chemin, il trouve un monstre cheval à 3 cornes se détendant près d'une mare et teste sur lui son attaque magique de Phasin, la mort. Après avoir décapité le cheval d'un seul coup, il devient arrogant et s'aventure beaucoup plus profondément dans les parties nord de la forêt. Après avoir voyagé plusieurs heures de plus, il trouve une grande traînée de sang menant à une carcasse de cheval à 3 cornes à moitié mangée non loin de là et se souvient soudain du moment où Lénégé lui a parlé de l'énorme créature cramoisie mortelle appelée l'ours rouge qui vit dans cette région. Alors que Ru planifie son prochain mouvement, l'ours rouge apparaît et le confronte. Cependant, au lieu de fuir, Roux s'arme de son arme et attaque l'ours avec sa magie de Phasin, la mort. À sa surprise, l'ours rouge sacrifie son bras gauche pour dévier l'attaque magique de Roux et balance violemment son bras droit sur Roux pour l'éliminer. Bien que choqué par ses instincts vifs, Roux esquive toutes les attaques de l'ours rouge et essaie de poignarder sa tête avec sa hache de guerre. Malheureusement, l'attaque ne fait pas beaucoup de dégâts à cause du crâne épais de l'ours rouge, mais même ainsi, Ro change de stratégie et essaie d'envelopper l'ours dans son cocon d'araignée démoniaque. Cette fois-ci, l'ours non seulement fait fondre la soie, mais il crache aussi du feu liquide de sa gueule. Ro sait que c'est un problème, alors il sort de la portée d'attaque de l'ours et guérit les brûlures qu'il a subies de l'attaque de feu. Après cela, il retourne dans le champ de vision de l'ours, s'encapsule dans une magie de refroidissement et court droit vers la gueule de l'ours pour le poignarder. Voyant cela, l'ours crache plus de feu pour le tenir à distance. Mais Roux endure la chaleur et continue de courir en avant jusqu'à ce qu'il finisse par poignarder l'ours dans la gueule. Malheureusement, juste au moment où Roux pensait avoir gagné le combat, l'ours le projette contre un rocher voisin et laisse sa gueule ouverte pour empêcher la blessure de l'achever. Quelques secondes plus tard, Roux guérit ses blessures une seconde fois et se relève pour continuer à combattre l'ours pendant plusieurs heures jusqu'à ce qu'il perde son avant-bras gauche et vainque finalement l'ours rouge du Nord. Ensuite, il mange de la viande pour acquérir des capacités et s'évanouit d'épuisement. Pendant son sommeil, la voix étrange dans sa tête lui donne une chance d'évoluer une seconde fois et Rouz choisit oui. Quand il se réveille, Rel continue son festin et réalise vite que ses armes et son armure lui semblent toutes si petites et vides. Peu après, il réalise qu'il a évolué en une rare espèce d'ogre noir, mais il rentre chez lui néanmoins sous sa nouvelle forme. En arrivant chez lui, les villageois gobelins craignent qu'il ne soit un ennemi. Mais quand Gobi remarque ses yeux, elle réalise que c'est Ro depuis le début et l'attaque pour l'avoir laissée toute seule comme ça. Bientôt, les autres villageois, y compris les neigés, l'entourent et expriment leur choc devant la vitesse à laquelle il grandit, car ils n'ont jamais vu cela arriver auparavant. Ils lui posent quelques questions sur son nouvel état et Ru fait de son mieux pour y répondre. Après avoir répondu à toutes leurs questions, il se dirige vers l'entrepôt pour prendre de nouveaux vêtements. Mais Gobi et les autres dames humaines reluquent son corps étrange et sexy toute la journée comme des animaux en chaleur. Après avoir mis toutes les dames en émoi, Ru rend visite à l'alchimiste humaine aux cheveux verts. Badi, Spinal, dans son atelier, la remarque en train de fabriquer des potions empoisonnées et exige de connaître ses intentions. Spinal sait qu'elle a été prise, alors elle dit à Roux qu'elle avait initialement prévu d'empoisonner tout leur geôlier gobelin et de se protéger, elle et ses sœurs. Cependant, maintenant qu'elle a réalisé qu'il est un gobelin digne de confiance, elle a depuis abandonné son plan et ne sait plus quoi faire. En entendant cela, Ru prend Spinal dans ses bras et taquine ses poings sensibles avec ses doigts extra larges. Alors qu'ils profitent de leur moment ensemble, Ru sent les regards de jalousie meurtriers de Gobni et Rubilia à proximité, alors il la lâche. La mineuse et spécialiste en équipement de Rao, Gobi, court vers Roux avec une créature humanoïde miniature blessée dotée d'une grosse gemme frontale appelée escarboucle et explique qu'elle l'a trouvée inconsciente alors qu'elle creusait à travers des murs. Sans faute, Roux guérit l'escarboucle avec sa capacité de guérison rapide et attend qu'elle se réveille. Quand l'escarboucle se réveille, elle se présente comme Returner, elle remercie Roux et son équipe de l'avoir guéri et passe à l'explication exacte de ce qui lui est arrivé. Il s'avère que Returner est une escarboucle artificielle créée par une mage légendaire nommée Velvet et a longtemps été la gardienne de l'ancien trésor de son maître. Au fil du temps, des aventuriers humains cupides cherchant à piller le trésor de sa maîtresse l'ont attaqué et ont endommagé le noyau qui la maintient en vie. Alors, pendant qu'elle vit le peu de temps qu'il lui reste, Returner veut que Ru protège le trésor d'objets légendaires de sa maîtresse et en prenne le contrôle. N'ayant plus rien à perdre, Ru accepte sa demande et donne instantanément l'ordre à tout le monde de se rassembler afin qu'ils puissent chasser les voleurs humains. Quelques instants plus tard, Ru entre dans la salle du trésor de Velvet et fait cacher Kichi et le reste de ses soldats pendant qu'il cherche les aventuriers humains et négocie avec eux. Cependant, dès qu'il se retrouve face à face avec les aventuriers
humain minable, ils ignorent ses pourparlers de paix et essaient de le faire tomber pensant qu'il n'était qu'un faible minable et dépassé. Après les avoir arrêtés, Rowey leur donne un avertissement sévère de quitter les lieux tant qu'ils le peuvent encore, ou de faire face aux conséquences. Comme prévu, les humains l'ignorent et l'attaquent en masse. Alors que Ro esquive toutes leurs attaques, l'un des mages frappe sa tête avec une attaque éclair de 3e niveau, ce qui rend Ro encore plus furieux qu'il ne devrait l'être. Pour donner une leçon à ces humains agaçants, il appelle ses soldats cachés à proximité et leur fait battre et dépouiller les aventuriers de tout ce qu'ils ont sur eux. Peu après avoir partagé leurs biens, Ru mange certains de leurs matériaux de haute qualité et acquiert des compétences plus pratiques pour stocker sa marchandise. Après cela, Returner l'emmène, lui et son équipe, au trésor dans la chambre la plus profonde. Elle les remercie tous d'avoir aidé son maître à garder son trésor et meurt après avoir confié tout le trésor à Ru. Après avoir avalé la gemme de Returner, ils observent tous une minute de silence pour elle et collectent chaque chose de valeur dans ce trésor. Cependant, juste au moment où il est sur le point de partir, Ru incinère le corps momifié de Velvet et le regarde se transformer en un gantelet d'argent. Curieux, il porte le gantelet à son bras gauche et il s'adapte instantanément pour devenir son nouvel avant-bras gauche. Ensuite, il montre les capacités de ses nouveaux avant-bras aux autres et retourne au village pour boire et faire la fête toute la nuit. Quelques jours plus tard, Ro évalue tout l'équipement qu'il a obtenu des aventuriers humains et du trésor, crée de nouvelles armes pour ses soldats gobelins et capture plusieurs autres monstres de haut niveau pour acquérir des capacités plus premium. Lors d'une de ses expéditions aléatoires dans les bois, il tombe sur un arbre étrange baigné de soleil et découvre vite qu'il abrite une race de créatures appelées dryades. Selon les Neigés, les dryades sont des créatures humanoïdes féminines extrêmement belles et très pulpeuses qui séduisent les mâles des races intelligentes et les chassent pour leurs nutriments. Peu après, l'une des dryades aux cheveux verts approche Ro pour essayer de le séduire, afin qu'il perde enfin sa virginité. Ru fait de son mieux pour garder sa pureté intacte, mais comme tout autre mâle cultivé, il sait qu'il manquera une occasion en or s'il ne goûte pas à ses courbes. Alors, quand il lâche enfin ses inhibitions, il active sa capacité de libido animal et se tape la dryade comme cette star du porno chauve pendant 5 heures d'affilée. Après avoir poussé des cris de joie si longtemps, la dryade tombe amoureuse de lui et supplie le fou de revenir la voir quand il en aura l'occasion. Après avoir fait de vaines promesses, Ro fait ses adieux et s'arrête près d'un lac en chemin pour laver tous les fluides résiduels de l'amour sur son corps. Cependant, en revenant au village gobelin, Ro remarque que les filles se fâchent contre lui et font de leur mieux pour l'éviter. Bien qu'un peu surpris, il endure leur attitude absurde pendant quelques jours et essaie de s'entendre avec elles. Cependant, quand il en a marre de leur comportement étrange, il demande finalement à la dame alchimiste aux cheveux verts de lui dire pourquoi cela se produit, et elle lui dit que les filles sont juste jalouses parce que le suçon sur son cou montre qu'il s'est tapé une autre dame lors de sa récente expédition. Alors que Ro lutte pour gérer l'embarras, Spinal se rapproche de lui et se penche pour un baiser baveux. Malheureusement, juste au moment où elle est sur le point d'obtenir ce qu'elle veut, Gobi et le reste des filles apparaissent et demandent une nuit d'amour avec Ru. N'ayant plus rien à perdre, Ro crée un lit doré, premium de taille méga pour toutes, et passe toute la nuit à se taper les 6 belles comme un vrai champion. Les chants délicieux entendus cette nuit-là étaient suffisants pour faire pleurer un homme adulte, mais malheureusement pour Kichi, tout ce qu'il pouvait faire était de regarder et d'espérer le meilleur. Le lendemain matin, la capacité de détection améliorée de Ru détecte un groupe de guerriers elfes hostiles approchant leur village. Alors il se lève et sort de la grotte pour les affronter. Au moment où les elfes apparaissent, leur chef arrogant dit toutes sortes de choses sur leur guerre avec les humains et exige que les gobelins leur remettent toute leur nourriture pour nourrir l'armée elfe. Les Neigés cèdent presque à leur demande, mais Rove rejette leurs exigences et leur dit de trouver leur propre nourriture. Irrité, le chef arrogant attaque Ru, mais il les paralyse avec son œil maléfique cultivateur d'aura et avertit le chef d'annuler l'embuscade qu'il a tendue à l'avance. Effrayé pour sa vie, le chef annule l'attaque, mais pour s'assurer que le chef ne pense plus jamais à attaquer, Ru plante sa lance magique légendaire, la Kazakloub, dans le sol et utilise son pouvoir magique pour invoquer plus de lances fantômes afin d'effrayer les autres elfes. Heureusement, cela fonctionne car les elfes s'enfuient à toutes jambes. Mais comme ils sont aussi têtus que les humains, Ru sait qu'ils reviendront pour se venger. Pour l'instant, il passe du temps dans les bois à chasser et à consommer autant de slim gris qu'il peut en trouver. Après en avoir mangé une vingtaine, il apprend la compétence d'auto-réplication et décide de la tester. Pour ce faire, Ru se coupe le doigt, place une goutte de son sang sur une roche et regarde le sang se transformer en une version miniature de lui-même avec des sens et une perception liée. Avec cette découverte, Ru conçoit plusieurs façons ingénieuses d'améliorer la surveillance autour de son village et de prévenir les attaques tôt. Quelques jours plus tard, le chef elfe arrogant apparaît avec ses acolytes pour se venger de Ru pour l'avoir déshonoré plus tôt. Cette fois-ci, Ru les capture et condamne à mort le chef de groupe elfe idiot, puis il ordonne au reste de ses acolytes de combattre ces hommes pour leur survie. Ceux qui gagnent auront la vie sauve, mais ceux qui perdent mourront. Suite à cela, Ru organise la bataille et ordonne à tous les survivants, dont la plupart sont des femmes, de lui remettre leur équipement, pendant que les dames le confrontent pour ne pas les avoir libérés, comme il l'avait initialement promis. L'Énégé apparaît agité comme un idiot en manque d'amour et supplie Ru de lui donner une des belles elfes à labourer pour la nuit. Initialement, Ro interdit au vieil homme de toucher les nouvelles filles, mais quand l'Énégé lui dit que son bâton de 9 pouces est sur le point d'éclater, il a pitié de l'homme et lui choisit une partenaire pour une partie de jambes en l'air. Suite à cela, il exécute le chef de l'armée elfe et passe à l'emprisonnement des survivants.
Pendant ce temps, Kishi, qui chassait et éliminait des monstres depuis des jours, atteint enfin le niveau 100 et évolue en un rare ogre rouge avec les bénédictions de multiples demi-dieux. Quand il rentre chez lui, Ro l'accueille à bras ouverts et le défie à une petite séance d'entraînement. Sans faute, Kishi accepte le défi et ils passent à se battre comme des ennemis. Kishi s'est bien battu dans le faux combat, mais comme Ro a toujours l'avantage en termes de capacité de combat, il bat Kishi et gagne à nouveau la séance d'entraînement. Plus tard ce soir-là, pendant que Ro dort, il fait un rêve étrange où il se retrouve à recevoir un mystérieux cadeau d'une personne inconnue et se réveille rapidement confus et incertain de ce qu'il doit penser du rêve. Le lendemain matin, Gobi le traîne pour rencontrer les 4 nouveaux hobgoblins de leur portée et Ru découvre tous les nouveaux pouvoirs excitants que ses frères et sœurs ont débloqués. Après avoir rencontré les hobgoblins, Ru se tourne vers Opsy qui a apparemment évolué en demi-seigneur de sort de la famille Lord ce matin-là et passe le reste de la matinée à constater à quel point ses pouvoirs magiques sont devenus forts et incroyables. En voyant à quel point elle est devenue forte, Ru lui donne un nouvel équipement pour célébrer sa promotion, puis il évalue toute la croissance et le développement qui se produisent dans le village grâce à lui. Le lendemain, alors que Kishi et Ru reviennent d'une chasse, ils trouvent un groupe de pillards quittant le village, alors Ru s'arrête pour leur demander pourquoi ils désertent. En réponse, le chef de bande lui dit que c'est parce qu'ils ont réalisé qu'ils ne sont rien de plus que des parasites qui n'évolueront jamais comme les autres. Réalisant qu'ils ont raison, Ru leur souhaite un bon voyage et étonnamment les laisse tous partir sans aucun problème. Le lendemain, lors d'une autre de ses expéditions, Ru apprend une nouvelle capacité appelée dompteur de monstres après avoir dévoré un humain mort qu'il a trouvé entre les mains d'un orc. Au cours des jours suivants, Ru crée des boucles d'oreilles de Wa magiques infusées de son sang et utilise la compétence d'autoréplication pour les transformer en dispositifs de communication. Après cela, il distribue les boucles d'oreilles aux gobelins et leur apprend à communiquer entre eux. Au 57e jour de sa vie de gobelin, Ru apprivoise un monstre cheval à 3 cornes qu'il chassait et le ramène chez lui comme leur nouvel animal de compagnie. Au 58e et 59e jour, il apprivoise plusieurs autres monstres de haut niveau et voit enfin Rebellia devenir une excellente guerrière. Pour tester sa force, Rove organise un combat en tête-à-tête entre elle et des monstres, et elle s'en sort plutôt bien. Après avoir mangé de la viande, Ru révèle que le nouveau travail de guerrière de Rebellia est Nor Solite, un travail qui exige périodiquement de Rebellia qu'elle mange des monstres, sinon elle mourra. Quelques jours plus tard, Ru se réveille tard dans la nuit lorsque sa capacité de recherche détecte un groupe de kobolds fuyant vers leur village, poursuivis par une certaine armée de créatures. Réalisant l'urgence, il réveille les autres et met en place une position défensive à l'entrée de leur village. Quelques secondes plus tard, les kobolds les dépassent pour se mettre en sécurité, et Ru et son armée aperçoivent l'armée de morts vivants qui les poursuit. Alors que les deux camps se font face, Ru ordonne à Gom et au reste des archers de tirer plusieurs flèches sur l'ennemi. Quand les flèches ne fonctionnent pas, Ru creuse un peu plus et réalise que ces squelettes ne peuvent être détruits qu'en les écrasant en morceaux. Avec cela, il ordonne à son armée de n'attaquer les squelettes qu'en les frappant et en les écrasant, et ils se mettent tous à frapper et à écraser à cœur joie. Pendant ce temps, Ru active le pouvoir magique de sa lance légendaire et élimine toute la horde de monstres morts-vivants jusqu'à ce qu'il trouve leur maître et l'élimine. Après l'avoir vaincu, il consomme le commandant de l'armée des morts-vivants et apprend la capacité de nécromancien. Puis il retourne auprès des kobolds et découvre qu'ils avaient auparavant réveillé un squelette supérieur après être tombés sur le trésor de Velvet, puis avaient couru vers leur village gobelin pour se protéger. Ru leur rappelle que les gobelins et les kobolds sont des ennemis naturels, mais malgré leur querelle ancestrale, les kobolds respectent toujours Ru suffisamment pour le laisser les soigner. Quelques jours plus tard, Ru part chasser avec Kishi comme au bon vieux temps. Cependant, alors qu'ils cherchent une proie, Ru aperçoit une douzaine de soldats humains armés se déplaçant silencieusement à travers les bois et les suit jusqu'à leur point d'embuscade. Là, il écoute leur conversation et découvre qu'ils complotent avec un marchand elfe et prévoit d'enlever la fille du chef elfe lorsqu'elle passera par ce sentier. Alors, il décide d'attendre de voir ce qui se passe. 2 heures plus tard, la fille du chef elfe passe par le sentier avec ses laquais et les assassins humains frappent aussi vite que possible pour éliminer tous ses gardes, ne laissant qu'elle en vie. Cependant, alors que les humains sont sur le point de partir avec la princesse, la boussole morale de Rao se réajuste et il non seulement capture les 12 assassins humains, mais sauve aussi la princesse. Quand il retourne au village, il interroge les humains et découvre que l'armée humaine prévoit d'attaquer les elfes dans 20 jours. Après avoir obtenu plusieurs autres informations utiles, il les dévore tous et attend que la princesse elfe reprenne conscience. Au moment où elle se réveille, la pauvre chose fond de peur et accuse Ruha de lui avoir pris de force sa virginité. Irritée, Ruha lui assure que son cerveau fonctionne avant sa 3e jambe et la princesse, le croyant, s'excuse d'être idiote. Après avoir remarqué les ailes sur son dos, Rove lui parle du traître elfe inconnu qui a divulgué sa position aux assassins et l'exhorte à passer plus de temps à découvrir cela à la place. Le lendemain, alors que Ro et Kichi escortent la princesse vers sa patrie, Ro l'interroge sur les ailes qu'il a vues sur son dos la nuit précédente et elle lui dit qu'elle les a obtenues après avoir évolué pour devenir une haute elfe. Quelques instants plus tard, lorsqu'ils arrivent au village elfe, Ro aperçoit environ 25 archers elfes cachés dans les arbres avec des pointes de flèches en mithril prêts à les abattre si nécessaire. Heureusement, avant que cela n'arrive, la princesse parle pour Ru, le qualifiant de son sauveur et les emmenant instantanément chez son père, qui est le chef du village. Après les politesses, le chef remercie Ru et Kishi d'avoir sauvé sa fille. Mais Ru teste l'amour du roi pour sa fille en demandant une récompense. Lorsque le chef présente l'arc magique le plus précieux de leur lignée familiale, Rao réalise à quel point sa fille compte pour lui. Alors il s'excuse de l'avoir testé et partage avec lui des
des informations sur l'invasion humaine imminente. Ensuite, le duo partage des matériaux et Rao retourne au village gobelin avec de l'alcool de haute qualité. Le lendemain, Rao se réveille et découvre que Gobi, Hobsato et un tas d'autres gobelins aléatoires ont évolué pendant la nuit. Quelques heures plus tard, Gobi se révèle être une variante d'Ampier avec suffisamment de melons et de gâteaux pour faire couler à Rue un peu de sa sauce blanche collante juste en la regardant. Cependant, pour éviter de s'embarrasser, Rose reste concentrée et évalue sa nouvelle capacité d'œil maléfique qui peut charmer les ennemis pour qu'ils se battent entre eux. Ensuite, il évalue l'évolution de Gobi et réalise qu'elle est maintenant une demi-seigneur de la Terre avec une force accrue pour manipuler le sol et rechercher facilement des gemmes magiques. Quant à Hapsato, Rao découvre qu'elle est maintenant une demi-seigneur de sang avec une affinité accrue pour la manipulation et le contrôle du sang. La seule chose similaire entre les trois sont les étranges tatouages qui sont également apparus sur leurs mains après leur évolution, mais pour l'instant, Rogue reste calme et décide de faire plus de recherches avant d'agir. Cela réglé, Rogue retourne se préparer à la guerre entre les humains et les elfes. Il améliore les boucles d'oreilles de communication et soumet tous ses prisonniers elfes cette même nuit pour les forcer à obéir à ses ordres. Au cours des jours suivants, il commence à entraîner les kobolds et les prisonniers elfes en invoquant des monstres morts-vivants plus forts et en faisant combattre les recrues pour qu'elles deviennent plus puissantes. Au 66e jour, il aide les kobolds à protéger leur foyer et leur apprend à chasser plus de loups-bas noirs pour augmenter le nombre de familiers dans leur armée. À un moment donné, Rove et son équipe rencontrent un sanglier de charge plus fort que l'acier, mais Gobei s'excite trop et tue la pauvre bête d'un seul coup. Après avoir dégusté un délicieux ragoût de sanglier ce soir-là, Rove améliore ses autres armes et passe du temps avec la forgeronne humaine, Emery. Le lendemain, Kichi emmène Rue dans un endroit isolé des bois et lui dit qu'il a toujours eu le béguin pour Gobi. Cependant, maintenant qu'elle a mûri et s'est développée dans toutes les zones importantes, il ne peut s'empêcher d'imaginer faire de petits bébés gobelins laids avec elle. En tant qu'homme de culture, notre ami Rue met son copain au défi et lui dit de confesser ses sentiments à son coup de cœur ce soir-là et d'en finir. Plus tard cette nuit-là, Kichi fait l'impossible et à sa surprise, Gobei ressent aussi la même chose. Après avoir fait de Gobei sa petite amie, Kichi se réveille le lendemain, un homme nouveau et commence à agir comme le Hulk sous crack, détruisant tout ce qu'il voit. Rue est un peu énervé par ce comportement indiscipliné, mais après tout, Kichi a été un bon garçon toute sa vie, alors il le laisse s'amuser un peu. Une fois que Kichi retrouve son état normal, Rue continue de chasser des monstres insectes pour fabriquer plus d'armure pour son armée et acquérir encore plus de capacités pour lui-même. Parmi les nouvelles capacités qu'il a acquises en mangeant les monstres insectes, Rue décide d'en tester une appelée exosquelette. En activant la capacité, tout son corps se couvre d'une puissante armure intégrale qui disperse les attaques lourdes pour réduire les dégâts subis par l'hôte. Après, Rue la dissipe et réalise bien trop tard qu'il n'a rien sur lui. Peu après avoir montré sa saucisse de 9 pouces aux filles, Rao avance en acquérant la capacité Grow Electron de sa boîte magique et en utilisant cette compétence pour créer des ailes avec lesquelles il peut voler. Plus tard, cette nuit-là, il s'entraîne avec Rubelia, rend visite à Emery pour découvrir les nouvelles idées d'armes qu'elle a pour les elfes et travaille avec elle pour fabriquer de nouveaux arcs haut de gamme et des pointes de flèches infusées de mithril pour leur nouvelle armée. Le soir du lendemain, les filles le surprennent à nouveau en tête-à-tête avec Spinal, alors elles deviennent jalouses et le forcent à smash avec elle toute la nuit. Au 70e jour de sa vie de gobelin, un émissaire du village elfe arrive au village gobelin de Rue pour l'informer qu'ils auront besoin de son aide pour repousser entièrement la grande armée humaine qui approche rapidement des bois de Kyudu. Après avoir confirmé d'autres détails avec les elfes, Rue leur donne un bracelet de communication pour le roi afin qu'ils puissent rester en contact les uns avec les autres, puis promet à l'émissaire qu'il vaincra les humains à sa manière. Une fois la réunion terminée, les elfes partent, et Rue, après avoir placé toutes ses autorépliques à des points stratégiques dans les bois, rassemble tout le monde et crée sa force mercenaire qu'il appelle Parabellum. Peu après, Rue et sa petite armée de 73 hommes se mettent en route à l'aube de son 71e jour de vie de gobelin pour reconnaître et attaquer le premier et le plus proche campement humain dans les bois de Kuta. En arrivant au campement, Rao et Hobsey remarquent une forte barrière magique défensive installée autour du camp pour empêcher les monstres de bas niveau d'entrée et réalisent vite qu'ils doivent la faire tomber pour que leur attaque soit efficace. Sachant cela, Rove positionne son armée à des points stratégiques tout autour du camp humain et détruit toute la barrière de défense avec son attribut d'arme d'argent, Echo. La barrière tombée, Gobi utilise ses pouvoirs de manipulation de la terre pour sceller la voie d'évasion des humains, les piégeant, pendant que Gobi et Hobsey sécurisent des points pour lancer une attaque magique coordonnée. Quant à Rue, il a invoqué des soldats morts-vivants pour se protéger et s'emploie à détruire la chair à canon de l'armée humaine pour paralyser leur capacité d'attaque à longue portée. Malheureusement, même cela n'a pas suffi à abattre les humains car la commandante de cette garnison, une méchante blonde aux courbes et aux compétences impressionnantes, a refusé de reculer devant le défi malgré avoir déjà perdu plus de la moitié de son armée. Rove remarque rapidement son esprit combatif, alors il rugit pour lui faire savoir qu'il est le chef de la force qui attaque ses soldats. Dès qu'elle reçoit son message, la commandante mobilise son groupe de combattants d'élite, obtient un bonus de vitesse de son mage et fonce vers Rue pour l'abattre. Malheureusement pour elle, alors qu'elle est sur le point de le poignarder, elle est enchantée par l'aura pure de Rue et recule de peur. Quand elle se remet sur pied, Rue lui dit qu'il aimerait aller plus profond en elle très bientôt, mais la commandante lui dit de la vaincre d'abord. À ce stade, Rue a du pain sur la planche, alors avant de combattre, il sélectionne 4 des plus jolies femmes du groupe de la commandante et ordonne à ses hommes de s'assurer qu'elles ne soient pas blessées. Après, lui et son armée de monstres passent les quelques minutes suivantes à humilier la commandante et toute son armée humaine comme
comme si elle n'était rien, pendant que Gobmi, Obseto et les autres s'amusent à détruire les autres petites frappes. Réalisant que son armée a disparu, la commandante invoque le sort d'attaque de flammes sages et de dragons de 5e niveau et risque sa vie juste pour porter une attaque fatale à Ru. Malheureusement, avant que cela n'arrive, son mage manque de mana et s'effondre, la laissant exposée et sans protection. Incapable de la laisser mourir, Ru se place entre la commandante et le sort de flamme et de dragon et absorbe toute l'attaque. Après avoir empêché le désastre, Rao met fin à la bataille, dévore les cadavres humains pour apprendre de nombreuses autres compétences et retourne au village gobelin avec ses nouveaux prisonniers de choix. Quelques jours après la bataille, le chef elfe se présente au village gobelin pour célébrer leur première victoire. Mais Ru passe la plupart de son temps à essayer de briser la commandante qui l'a capturée. Pendant un certain temps, elle se montre dure et tendue, mais quand Ru soulage son stress refoulé avec ses 9 pouces, la commandante succombe au pouvoir d'un bon bâton d'amour et dénonce toute sa race. Quelques jours plus tard, Ro pose d'innombrables pièges sur l'un des chemins des forces principales et se cache, lui et son armée, dans une tranchée pour les prendre en embuscade lorsqu'ils s'approchent. Au moment où l'armée humaine de 500 hommes tombe dans leurs pièges, Ro fait bloquer leur voie d'évasion avec d'énormes rondins et écrase environ 400 hommes dans une série d'attaques à longue et moyenne portée très coordonnées. Bien qu'étant du côté des perdants, le commandant de l'armée, un chevalier en armure d'acier, crée un mur humain avec le reste de ses hommes et défie l'ennemi de venir le combattre. Après quelques courtes batailles en va-et-vient entre les deux camps, Ro ordonne à Kichi de sortir de leur tranchée et de capturer le chevalier en armure d'acier. Sentant le danger, le chevalier en armure d'acier livre un bon combat, ce que Ru admire. Mais comme Kichi est clairement le plus fort, il vainc et capture facilement le chevalier en armure d'acier vivant. Avec cela, la bataille se termine à nouveau en faveur de Ro. Alors il consomme les cadavres pour acquérir plus de capacités et rapporte les progrès au chef elfe. Sur le chemin du retour au village, Gobni a soif. Alors elle s'approche de Ru pour une partie rapide dans les bois et il le lui accorde avec des nutriments supplémentaires. Le lendemain, le commandant chevalier d'acier, étant un ancien roturier, rabaisse ses compagnons nobles combattants pour s'être plaint et avoir maudit Ro de les avoir emprisonnés, même s'il les traite bien depuis un certain temps et leur dit de se détendre. Quelques instants plus tard, Ro appelle le chevalier et l'interroge pour obtenir plus d'informations. D'après ce que le chevalier sait, toute cette guerre entre humains et elfes a commencé lorsque la première princesse de l'un des royaumes humains, Sternberg, a contracté une maladie rare sans remède car elle était fiancée à un futur empereur d'un empire voisin. L'empereur a mobilisé ses hommes et a cherché pendant des mois pour trouver un remède. Bientôt, ils ont découvert une médecine elfique secrète imprégnée de bénédictions qui peut guérir n'importe quelle maladie. Cependant, les elfes ne voulaient pas remettre le remède aux humains. Alors, d'un commun accord, ils ont assassiné les elfes et ont commencé cette guerre juste pour obtenir le médicament. Le lendemain, Ro a commencé à s'entraîner avec les prisonniers humains et a finalement découvert la distinction entre les têtes de muscles comme Kishi et quelques humains et les cerveaux. Quant au commandant chevalier en armure d'acier, il défie Ru en duel après avoir abattu quelques mannequins et Ru lui accorde son souhait. Après l'avoir enrichi d'une fortification magique, Ru s'amuse à battre le commandant arrogant et à lui montrer qui est le patron. Quelques heures après leur combat, le chevalier en armure d'acier s'assied pour déjeuner avec Ru et discuter de l'état de leur village. Après avoir admiré et loué l'immense travail que Ru a accompli pour maintenir une société fonctionnelle, ce que les humains ne peuvent pas faire. Le chevalier en armure d'acier demande à Ru de le laisser travailler pour les gobelins et Ru lui accorde sa requête. Lors de sa prochaine rencontre avec le chef elfe, Ru demande au chef de lui parler de ce médicament secret que les humains recherchent et le chef dit que c'est l'alcool spécial qu'il a donné à Ru lors de leur première visite. Confus, Ru sort le petit flacon qu'il avait reçu à l'époque et en boit le contenu rouge. Presque immédiatement, il apprend la capacité de régénération rapide et réalise qu'il peut maintenant guérir une personne à moitié morte avec juste une goutte de son sang. C'est quelque chose qu'il n'a jamais vu auparavant. Alors Ro a peur de devenir lentement un dieu, mais pour l'instant, il continue d'observer. Quelques jours après leur deuxième bataille avec les forces humaines, Ro lance son troisième affrontement en abattant avec succès le commandant d'une autre garnison avec la lance de Kazakloubé à 300 mètres de distance. Ensuite, il lance une lourde attaque avec ses forces sur le reste de la garnison et les détruit tous dans les 20 minutes suivantes, mettant fin à la guerre par sa victoire. Le lendemain, il emmène Rebellia et l'ancienne commandante au village elfe pour rencontrer le chef elfe. Mais alors qu'il traverse les rues, il remarque les regards haineux que les elfes jettent à ses filles et les encourage à rester joyeuses. Quelques instants plus tard, lorsque leur réunion commence, le chef elfe félicite Ro pour ses récents efforts pour soumettre l'armée humaine, puis lui dit qu'il aimerait renforcer leurs forces la prochaine fois afin qu'ils puissent mettre un terme décisif à la guerre. Naturellement, Ro accepte les souhaits du chef et discute donc des stratégies de bataille avec l'homme. Cependant, sur le chemin du retour au village gobelin, l'ancienne commandante suggère qu'il envoie secrètement le médicament elfique au royaume humain pour aider la princesse mourante. En entendant cela, Ro réfléchit aux avantages d'endetter le royaume humain envers lui. Mais encore une fois, comme il ne peut pas faire trop confiance à cette race minable, il dit à la chevalière qu'il y réfléchira et elle le remercie de son aide. À l'aube du lendemain matin, Ro mobilise son armée pour avancer vers le quartier général de l'armée humaine qui serait composé de plus de 2000 hommes. Cependant, comme son armée ne compte qu'environ 65 hommes, Ru sait qu'ils sont cuits. Alors il se détend dans les bois et formule une bonne stratégie d'attaque. Pendant ce temps, Ru se souvient de quelque chose qu'une de ses autorépliques a entendu des soldats humains il n'y a pas longtemps, quelque chose à propos de l'armée humaine envoyant les forces des braves de Rugal d'Orden pour les combattre. C'est un problème pour son armée car les
braves de Rugaldorden sont un ordre de 8 guerriers héroïques, tous bénis par les dieux avec des pouvoirs dépassant la raison normale. Individuellement, ils sont assez forts, mais leur véritable force réside dans leur capacité à renforcer ceux qui combattent qu'à leur côté. Alors, avec cela en tête, Ru lance sa stratégie de bataille en invoquant quelques monstres morts-vivants améliorés à l'aube, expliquant sa stratégie aux autres combattants, puis chargeant droit vers le centre. Aux premières étapes de la bataille, Ru fait en sorte que ses soldats morts-vivants occupent la cavalerie principale. Lorsque le soleil se lève, il active les boucliers de sang secret qu'il avait précédemment infusés dans leur armure pour les empêcher de disparaître sous la chaleur du soleil, puis détruit la cavalerie principale avec un sort magique de type sang et eau. Après cela, Rove s'installe pour savourer son repas de cadavres et de morts vivants. Mais juste à ce moment-là, l'un des braves de Rugaldorden, Philippe le brave Scarabetos, interrompt son repas et le défie en duel. Ro reconnaît clairement le type comme un bavard dégoûtant en quête d'attention qui aime les insectes. Alors il engage le type dans une petite conversation pour comprendre son pouvoir. Ensuite, Philippe expose ses yeux composés et verse un liquide vert toxique sur les cadavres autour de lui. Dès que le liquide touche les cadavres, il se transforme en grands monstres insectes de taille humaine avec une faim insatiable de viande organique et attaque Ru. Pendant les prochaines minutes, Ru pulvérise tous les jouets insectes de Philippe comme s'il n'était rien et force Philippe à en prendre le contrôle. Une fois cela fait, les attaques d'insectes deviennent encore plus fortes. Mais malgré tout ça, Ru continue de les repousser. Excité de combattre un adversaire si puissant, Philippe déchaîne 30% de ses pouvoirs et invoque son monstre 1000 pattes géant de compagnie Altium pour le combattre. Ru tente de lutter contre le monstre, mais malheureusement le 1000 pattes fou le domine et le projette contre un rocher. Et ayant survécu à l'attaque, Ru tente de soigner ses blessures grâce à sa régénération, mais malheureusement le venin du 1000 pattes, connu pour provoquer la mort par paralysie des organes, corrode tout son corps plus vite qu'il ne peut guérir. En quelques secondes, Ro perd le contrôle de ses fonctions motrices et s'effondre. Philippe commet l'erreur de penser qu'il était déjà mourant. Alors il rappelle Altium et le renvoie sous terre. Cependant, juste au moment où Philippe s'apprête à rentrer chez lui, Ro se relève et attaque Philippe avec ses coups les plus puissants. Naturellement, Philippe est choqué de voir que Ro a survécu à cette attaque. Alors il demande à Ro de révéler son secret de guérison ultra rapide. Heureusement, Ro n'est pas aussi stupide que certains autres personnages d'anime. Il garde donc ses capacités et son identité secrète et continue d'attaquer Philippe. À un moment donné, Philippe dévoile l'une de ses armes secrètes et l'utilise pour se transformer en chimère homme-insecte, juste pour égaler la force de Ru. Quand Ru augmente encore plus sa puissance, le lâche sans colonne vertébrale s'envole vers le ciel avec ses ailes d'insecte pour éviter de se faire frapper par l'un des coups sournois de Rao et continue de jacasser. Voyant cela, Rao active ses capacités d'exosquelette et d'électron et se transforme en un ogre noir volant avec une armure exosquelettique résistante. Puis il vole vers Philippe avec une grande précision et continue de combattre l'idiot dans les cieux. Sentant le danger, Philippe étend ses tentacules pour maîtriser Ru. Mais Ru non seulement coupe les tentacules, mais il écrase aussi l'idiot au sol. À ce stade, Philippe sait clairement qu'il ne peut pas battre Ru avec sa force actuelle. Alors il se retire de son armure d'insecte et s'éclipse pendant que Ru continue de combattre l'armure d'insecte zombie. Au moment où Ru a vaincu le monstre insecte zombie, Philippe était déjà loin. Il a donc reporté leur bataille à la prochaine fois. À peu près au même moment, Gottmi arrive pour prendre des nouvelles de Ru. Mais Ru lui dit qu'il attend déjà les résultats de la deuxième phase de son plan. Apparemment, pendant que Ru combattait Philippe, il a envoyé une réplique de lui-même dotée de capacités furtives pour infiltrer la tente du commandant des forces armées royales du pays, également connu sous le nom de prince héritier. Au moment où la réplique arrive au campement du prince héritier, elle lui remet secrètement une fiole de la médecine elfique qui a causé la guerre et le prévient de prendre le remède, de mettre fin à la guerre et de retourner dans son pays afin de soigner la princesse. Heureusement, le prince est lui aussi fatigué de se battre. Alors il accepte le cadeau et met fin à la guerre contre les elfes immédiatement. C'est ainsi que la guerre décennale entre elfes et humains prend fin et Ro accorde aux survivants humains un passage sûr pour retourner dans leurs pays indemnes. Quelques jours après être retourné au village des gobelins, Ro et son armée organisent des funérailles de crémation de masse émouvante pour les 30 vies qu'ils ont perdues lors de la première mission principale de son groupe de mercenaires. Cependant, tandis que les autres combattants versent des larmes pour leur mort, Ru reste fier de leur sacrifice et se rappelle à quel point la vie est importante. Le lendemain matin, Ru sent quelqu'un le traquer pendant qu'il dort. Alors il se réveille et trouve l'une des ghouls gobelines récemment évoluées, Hopfu, lorgnant et bavant sur son lance-roquette avec des intentions sexuelles. Après l'avoir réprimandé pour s'être comporté comme une chienne enragée sous l'effet de la cocaïne, il se rafraîchit et passe la majeure partie de la journée à évaluer les gobelins nouvellement évolués du village. Parmi beaucoup, il prend note des nouveaux gobelins, Hopfu qui a évolué en un demi-seigneur saint avec d'impressionnantes capacités de guérison et de magie de lumière défensive. Hopfu, le pervers qui lorgnait son corps plus tôt, qui a apparemment évolué en un gobelin ghoul qui ne mange que des cadavres pourris. Obum, une gobelin timide de type Dodomeki qui a développé de multiples yeux sur tout son corps pour le soutien au combat et la magie illusoire. Et enfin, 7 autres hobgoblins plus faibles qui sont montés en grade pour devenir des ogres. Après avoir rencontré les 7 nouveaux ogres, Ro tourne son attention vers l'armée kobold qui combat également à leur côté. En observant les nouveaux classements, il réalise que le chef kobold, qui était un monstre kobold ordinaire, avait déjà évolué pour devenir un kobold guerrier et se fige sous le choc. Pendant son discours d'ouverture, le fier chef de l'armée kobold change son nom en Akita et renouvelle son allégeance à la cause de Ru.
Après s'être occupé des kobolds et de leurs nouveaux membres, Rue se tourne vers les prisonniers demi-humains évolués et leur donne à tous une chance de retourner dans leur patrie sans aucun problème. Pour ceux qui n'ont pas de foyer où retourner, il leur dit qu'ils peuvent rester et rejoindre le village gobelin, mais seulement en tant que membres provisoires. Bien que ce ne soit pas une si mauvaise idée, certains des idiots dérangés à qui on offre leur liberté ne sont pas contents d'être placés à un rang inférieur aux autres gobelins agaçants et faibles. Alors, au lieu de remercier Roux pour sa bienveillance, un demi-humain particulièrement arrogant nommé Fouki mène un petit groupe d'autres rebelles demi-humains et exige que Roux, leur sauveur littéral, les accepte comme membres à part entière de son village. Imperturbable, Roux leur dit qu'ils peuvent partir s'ils ont un problème avec sa décision, mais les demi-humains ne veulent pas cela. Alors, ils mettent en œuvre la stratégie la plus stupide qu'ils puissent imaginer. Ils sapent le pouvoir de Roux en tant que chef de village et le défient à une bataille simulée totale pour prouver leur force. Impressionné par leur arrogance, Roux reste calme et promet de les humilier en quelques heures. Une fois l'heure du combat venue, deux des demi-humains déchaînent toute la puissance de leurs armes orbes pour leur accorder un boost de puissance significatif et chargent aveuglément Roux. Sans aucune hésitation, Roux les projette contre un arbre, les soigne, puis assomme quelques autres demi-humains arrogants. À un moment donné, un demi-humain aléatoire réussit une attaque furtive sur Rue, mais quand le gars commence à faire son malin, Rue détruit ses organes internes et passe au dernier demi-humain arrogant, un étrange type mi-empire. Après avoir cherché l'idiot, il trouve le type mi-empire en train de draguer Gobmet et le frappe si fort qu'il a dû lui donner un peu de son sang juste pour le soigner. Après la bataille simulée, Rue fait la paix avec les autres demi-humains raisonnables et se prépare à affronter d'autres problèmes en suspens. Cependant, juste au moment où il s'apprête à partir, le type mi-tempère revient et supplie avec enthousiasme Rue, qu'il appelle son prince charmant. Pourquoi es-tu gai? De lui défoncer le cul plus tard cette nuit-là et de le laisser boire encore un peu de son délicieux sang. Dégoûté à l'idée même de tenir le pervers, Rue lui inflige une nouvelle série de coups insensés et passe à l'entraînement des 50 nouveaux membres provisoires qu'il a obtenus du processus de sélection. Après l'entraînement, il expérimente une capacité qu'il a apprise plus tôt, la synthèse, et essaie de créer ses propres monstres. Mais malheureusement, il n'est pas encore un dieu, donc ça ne marche pas très bien. Le lendemain, Rowe et ses citoyens rénovent de les sources chaudes pour encourager davantage de sessions de complot romantiques entre les gobelins et les autres races. Au 86e jour de son règne gobelin, Roth teste ses capacités synthétisées sur les recrues provisoires et en assassine presque une. Plus tard, il reçoit un marteau de guerre spécial de ses forgerons nains et fait un voyage vers un endroit familier pour voir la dryade qu'il a écrasée il n'y a pas si longtemps. Arrivé là, la dryade s'enroule autour de lui et le supplie de forer profondément dans son gâteau avec ses 9 pouces avant qu'il ne discute de quoi que ce soit. N'ayant plus rien à perdre, Rue fait le nécessaire, mais quand il retourne au village, il se rattrape auprès des autres filles en les faisant chanter joyeusement toute la nuit. Quelques jours plus tard, Rue révèle les graines agricoles magiques à croissance rapide qu'il a récupérées de la dryade plus tôt et travaille dur avec plusieurs autres membres du village pour labourer le sol et planter les graines. Au 89e jour du règne gobelin de Rue, il libère une poignée de recrues provisoires afin qu'elles puissent retrouver le chemin de leur foyer. Quant aux nobles chevaliers, Ro les a fait laver le cerveau par Gobi avec son charme de mauvais œil avant de les renvoyer au royaume afin qu'ils puissent devenir des espions pour eux. Au moment où les forces humaines se retirent entièrement des bois de Kuta, le chef elfe invite Ro à leur prestigieux banquet de Lutrov pour célébrer leur victoire. Et Ro profite de la nuit en regardant la magnifique princesse elfe captiver le cœur de tous avec ses danses romantiques et sensuelles. Le 90e jour, Ro et Gobi déterrent la dernière pierre d'esprit qui leur a été laissée par Returner, le carbuncle de Pluto, et sa mage Velvet. Pour leur rendre hommage de leur avoir confié une telle bénédiction, Ro dévore le dernier lot de la pierre d'esprit et acquiert plus de capacités. Ensuite, il retourne à la création de nouveaux monstres à partir de capacités et parvient d'une manière ou d'une autre à créer un monstre de transport pratique et effrayant qu'il appelle le mille-pattes du squelette. En présentant le mille-pattes squelette aux filles humaines, il leur parle de son plan de les emmener dans une ville humaine. Confuses, les filles le demandent s'il essaie de se débarrasser d'elles, mais Roux leur dit qu'il veut qu'elles voient leur colonie d'abord avant de décider si elles vont rester avec lui pour de bon. Quelques jours plus tard, Roux suit les filles humaines dans la forêt pour collecter des matières premières qu'elles pourront vendre une fois arrivées à la colonie humaine. Pendant leur temps ensemble, il réalise le chemin parcouru avec ses filles et commence lentement à les regretter. Au 94e jour, Rue divise toute son armée en 4 équipes pour recueillir des informations sur les autres royaumes entourant leur monde et ne les disperse qu'après leur avoir expliqué les règles de tout l'arrangement. Le lendemain, Rue fait ses adieux à tous ses frères gobelins et subordonnés alors qu'ils commencent enfin la prochaine phase de leur vie. Ensuite, ils montent sur le mille-pattes Sudellette Squelette avec Gobmet et les filles humaines et commencent leur long voyage vers la ville de garnison de Triade. 6 jours plus tard, Rue et les filles arrivent enfin à la ville de garnison de Triade. Cependant, alors qu'ils approchent de l'entrée de la ville, les gardes paniquent, craignant que Rue et ses subordonnées humaines ne soient là pour les attaquer. Heureusement, un groupe d'anciens amis marchands de Roux présents sur place dissipe tout le malentendu avant qu'il ne dégénère et loge Roux et ses filles dans une auberge voisine. Quelques instants plus tard, Roux appelle les filles humaines dans sa chambre et leur dit d'explorer la ville et de décider si elles aimeraient rester ou partir avec lui d'ici la fin de la journée. Ensuite, Roux et les filles explorent la magnifique ville pendant quelques heures. Ensuite, Roux se métamorphose en sa forme humaine de sa vie passée et continue d'explorer seul pour recueillir des informations. Peu de temps après, Roux entre dans une ruelle et se retrouve entouré de 6 voyous. Après les avoir éliminés, il les dévore pour apprendre leurs compétences, mais remarque alors des anneaux similaires à tous leurs doigts.
Curieux, il examine les anneaux et réalise qu'ils doivent travailler pour une grande organisation de voyous. Cependant, juste au moment où il s'apprête à localiser leur quartier général, il entend un noble blond crier sur un autre voyou pour avoir rompu leur promesse et écoute un peu pour comprendre ce qui se passe. Bientôt, Rue découvre que les voyous ont enlevé la princesse que le chevalier blond avait juré de protéger et ont exigé une énorme rançon du pauvre homme. Cependant, lorsque le chevalier blond a payé la rançon, ils sont revenus sur leur promesse et ont exigé plus d'argent avant de libérer la princesse. À en juger par le ton du chevalier blond, Roth comprend que la princesse manquait de temps, alors, juste au moment où les voyous s'apprêtaient à attaquer le chevalier blond, il les assomme et attache des répliques miniatures à leur corps afin que les idiots insouciants le mènent à leur cachette. Quelques instants plus tard, le chevalier blond l'affronte pour avoir libéré les voyous au lieu de les éliminer, mais Rue l'assure qu'il sait ce qu'il fait et part continuer son enquête. Plus tard cette nuit-là, le chevalier blond rend visite à Rue et lui dit que la princesse enlevée, qui séjournait secrètement dans la ville, s'était faufilée hors de sa chambre pour explorer seule quand elle s'était ennuyée. En entendant cela, Rue lui dit qu'il a déjà découvert que la cachette des voyous est une maison abandonnée et vacante à la périphérie de la ville. Sans perdre de temps, il se rend à la maison vacante, tabasse les voyous et sauve la princesse garçon manqué. Ensuite, il incendie la cachette des voyous et dit au chevalier blond de raconter une histoire différente à ses pairs s'il l'interroge sur lui. Lorsque le chevalier blond refuse toujours d'écouter, Ro fait appel au pervers à l'oreille zélé de plus tôt. Genki efface la mémoire du chevalier avec son hypnose et quitte ensuite les lieux avant que le type ne reprenne ses esprits. Le lendemain, Ru reçoit des nouvelles d'Obgi concernant une nouvelle génération de bébés gobelins nés dans le village. Mais avant de quitter la ville, il appelle ses filles et leur demande si l'une d'elles restera en ville. Quand elles choisissent toutes de rester avec lui, Ru éclate presque de bonheur en réalisant qu'il avait eu peur pour rien. Cependant, juste au moment où il s'apprête à quitter l'auberge avec les filles, la princesse odieuse qu'il a sauvée la nuit précédente, la princesse Rubilia Sternberg, apparaît avec le chevalier noble blond et demande à Ru et à sa compagnie de mercenaires Parabellum de l'escorter jusqu'à la capitale royale d'Oswell. Remarquant l'audace dans sa voix, Ro recule sous le choc en réalisant qu'elle lui semble étrangement familière, comme quelqu'un qu'il a déjà connu. Malheureusement, comme il n'y a pas assez d'informations pour conclure, il rejette son offre et lui dit de compter sur ses gardes ennuyeux pour l'y emmener. La princesse Rubilia n'est pas du genre à accepter un non comme réponse, alors même quand Rowey essaie de la sermonner pour la faire changer d'avis, elle se moque de lui et lui offre une plaque d'or s'il accepte sa demande. Dans cette ville, une plaque d'or vaut 1 million de pièces d'or. Alors même si Ru hésite à aider la fille, ses subordonnés le forcent à accepter l'offre. Peu après, Ro rencontre la princesse gâtée et son chevalier blond aux portes et découvre que cette agaçante Chippy a déjà abandonné tous ses gardes. Irrité, il dit à la princesse ce qui lui arrivera si le royaume pense qu'il l'a enlevée. Mais quand Rubilia l'assure que rien ne lui arrivera, Ro la met sur son 1000 pattes squelette et commence leur voyage vers Oswald. Quelques heures après le début de leur voyage, Ro et son groupe s'arrêtent et campent pour la journée. Cependant, pour empêcher l'indisciplinée Rubilia d'agir trop malicieusement, il la prend et lui donne une fessée mémorable. Au 104e jour, Rubilia devient une bonne fille et Ro commence lentement à comprendre la raison de son attitude insouciante. Plus tard ce soir-là, Ro s'arrête quelque part dans une forêt dense et entraîne le chevalier blond et Rubilia jusqu'à ce que le chevalier s'évanouisse. À la tombée de la nuit, Ro termine les choses et continue de traverser un col de montagne au-delà des collines. Alors qu'il discute des itinéraires possibles pour le voyage du lendemain avec ses subordonnés, il découvre les nids d'aigles de falaise autour de la route à flanc de falaise. Les aigles de falaise sont la race de créatures la plus forte des montagnes et sont capables de libérer des toxines paralysantes dans leur serre. Leur chef, l'aigle de jade, possède des bénédictions des dieux, alors s'il en rencontre un sur leur chemin, ils sont tous fichus. Malgré tout, Ro chasse et capture quelques aigles pour du yakitori plus tard. Cependant, alors qu'ils s'enfoncent plus loin dans le col de montagne, Ro aperçoit l'aigle de jade devant eux et ordonne à tout le monde de rester à l'intérieur de la calèche afin qu'ils puissent combattre la monstruosité. Ensuite, Ro passe l'heure suivante à combattre et à s'entraîner avec l'aigle de jade. À ce moment-là, les demi-humains craignaient déjà que Ro n'ait trouvé son égal. Alors après avoir jacassé et discuté un peu avec Godmi, ils jettent un coup d'œil hors de la calèche et trouvent Ro à qui il manque un bras et une jambe alors qu'il flotte en l'air avec ses capacités d'exosquelette et d'électrons activées. Voyant cela, les demi-humains paniquent, pensant que Ra est sur le point de mordre la poussière. Cependant, lorsque Ro décide de devenir sérieux avec l'aigle de jade, il mange son bras sectionné, fait repousser ses membres et anéantit l'aigle de jade d'un seul coup. Après avoir éliminé l'aigle, il récolte la pierre d'âme de l'aigle et mange de la viande d'aigle cuite pour apprendre un tas de ses capacités. Suite à cela, il enregistre ensuite les ailes de l'aigle de jade et les fusionne avec sa carapace exosquelettique pour remplacer les ailes d'insectes qu'il utilise pour voler. Ensuite, Rubilia lui demande pourquoi il dévore toujours les créatures qu'il élimine et il lui fait un long discours juste pour lui dire que c'est parce qu'il les a assassinés. Après quoi, ils continuent leur voyage vers leur prochain point de contrôle, le village de Mason. Vers midi le lendemain, Rao et son groupe arrivent au village de Mason, mais alors qu'ils traversent leur rue, les humains qui y vivent craignent d'être attaqués par un ogre noir et ses sbires. Alors, ils s'arment pour un combat. Heureusement, avant qu'ils ne fassent tous quelque chose d'incroyablement stupide, la princesse Rubilia leur montre le blason royal de la famille Sternberg, signalant qu'elle approuve Ru et son peuple, et la tension chez les villageois s'éteint instantanément. En un rien de temps, Ru et son peuple sont accueillis dans le village en tant qu'invités de la famille royale et sont autorisés à visiter les merveilleuses installations. Le lendemain matin, Ru et son groupe quittent le village de Mason pour les montagnes du Cluster, qui est leur prochain point de contrôle. En chemin, ils remarquent que les chefs jumelles humaines souffrent de graves nausées matinales et les caressent, pensant que c'était normal. Malheureusement, le
lendemain même, leur nausée matinale s'aggrave et à la surprise générale, Ro et son groupe découvrent que les chefs jumelles sont lourdement enceintes de son bébé. Bien que ce soit une bonne nouvelle pour Ro et tout le monde, il s'avère que ces bébés grandissent si vite que l'ancien G et Epchi, le demi-seigneur saint, craignent qu'ils ne dévorent leur mère avant même leur naissance. Alors, après avoir téléphoné à l'ancien et au demi-seigneur saint, Ro se précipite dans la calèche pour trouver une solution temporaire afin de fournir aux mères suffisamment de nutrition pour maintenir leur bébé en bonne santé pendant qu'ils cherchent un endroit sûr pour effectuer l'accouchement. Après avoir essayé en vain de trouver une bonne source de nutrition pour maintenir les jumelles chefs en forme, Ru désespère, surtout après avoir réalisé à quel point ces méchantes maigrissaient et décide finalement de faire l'impensable. Il arrache son bras droit et supplie les sœurs jumelles de le manger cru puisqu'il n'y a pas le temps de le cuisiner. Voyant cela, les sœurs chefs se mettent à pleurer parce qu'elles ne veulent pas que leur homme subisse trop de stress juste pour elles. Sans perdre de temps, Ro arrache un morceau de sa propre chair et le donne aux sœurs par un baiser baveux. Après les avoir nourries de force avec les nutriments dont elles ont besoin pour survivre, il continue ensuite de chevaucher son 1000 pattes de squelette pendant plusieurs minutes jusqu'à ce qu'il trouve une grotte sûre pour accoucher de leur bébé. Immédiatement après avoir sécurisé la grotte, il crée un lit de maître flèche pour les deux sœurs et leur administre de l'anesthésie pour les aider à engourdir et à guérir la douleur de leur ventre massif. À la tombée de la nuit, les os des jumelles aînées se rompent et Ru se prépare instantanément pour une opération de césarienne. Après avoir appelé Abji et l'ancien G et les avoir mis en ligne, il crée un scalpel à partir de ses capacités et commence l'opération. Environ 2 heures plus tard, il accouche d'un ogre mâle et d'une ogresse femelle de sang mêlé avec des cornes sur le front et des orbes spéciaux sur leur main droite et nettoie leur mère après toute l'opération. Une fois tout cela terminé, Ru devient officiellement père de 2 enfants. Mais lorsqu'il reprend son appel avec l'aîné, celui-ci le met en garde. Il doit euthanasier ses 2 rejetons ou les abandonner pour aller chercher du lait, car humains et demi-humains détestent les sans-mêlés, les voyant comme de très mauvais présages. Malgré qu'il comprenne le point de vue de l'aîné, Ru rejette son conseil et choisit de donner à son garçon et à sa fille assez d'amour pour qu'ils puissent combattre leurs stéréotypes en grandissant. Après avoir raccroché, Ru examine les orbes sur les bras de ses bébés et nomme la fille Aro et le garçon Argento. Puis il se tourne vers leur mère et leur adresse quelques mots d'encouragement pour qu'elles restent concentrées. Au 112e jour de sa vie de gobelin, Ro sort de la grotte et s'aventure dans une tempête de neige à la recherche de proies plus puissantes et encore inconnues. Après avoir cherché un petit moment, il trouve un magnifique cerf géant, mystique, au bois étincelant, qu'il nomme le cerf blanc et dont il évalue les capacités. Réalisant que le cerf blanc est un monstre de niveau boss, il s'équipe et défie le cerf au combat. Cependant, à son grand étonnement, le cerf ne fait que perdre ses bois et s'enfuit. Confus, Ru se demande pourquoi il ne l'a pas attaqué malgré toute l'agressivité qu'il lui avait montrée. Mais ne trouvant pas de réponse immédiate, il ignore l'animal et range les bois dans sa boîte magique pour les moudre en farine d'os, destinée à ses petits restés à la maison. Après cela, le fier papa continue d'avancer à travers les montagnes enneigées jusqu'à ce qu'il tombe sur une force mixte d'humains et d'hommes-bêtes combattant des Fomoriens. Avant d'intervenir, Ru observe la bataille depuis un point d'observation et évalue la force de l'armée humaine. Malheureusement, même après avoir détruit tous les petits Fomoriens, ils doivent encore faire face à l'énervant grand Fomorien, Balor. Balor est un ennemi tenace. Malgré tous leurs efforts pour le vaincre, il parvient toujours à les maîtriser. Heureusement pour les humains, alors que Balor est sur le point de les achever, Ro lui coupe la tête et les membres avec son sort de sorcellerie de niveau 4 et l'élimine instantanément. Ensuite, il descend de son point d'observation et provoque les guerriers humains fatigués à le combattre afin de dévorer leurs capacités. Cependant, après avoir évalué leurs compétences et vu la puissance de leur aura, Ro décide de se calmer un peu pour ne pas se faire rôtir vif. Alors, plutôt que de les provoquer, il félicite le capitaine de l'équipe et promet de soigner leurs blessures s'ils lui permettent de ramener la carcasse chez lui. Heureusement, son déguisement fonctionne et les humains croient de son histoire folle. Finalement, Ru récupère la carcasse de Balor et poursuit son chemin. Alors qu'il le regarde partir, le capitaine de l'escouade humaine mentionne à quel point la génétique de Ru est étrange et suppose qu'il n'a probablement pas encore atteint l'éveil épique. Lorsqu'on lui demande pourquoi il n'a pas combattu Ru au début, le guerrier blond dit à son escouade qu'il avait eu la prémonition qu'ils mourraient tous s'il avait affronté ce type. Il a donc décidé de vivre pour combattre un autre jour. Plus tard, cette nuit-là, Ru rentre chez lui dans sa grotte familiale, salue ses bébés et leur donne de petits morceaux des bois étincelants du cerf blanc. Après avoir lui-même mordu dans les bois, Ru apprend 2 capacités mystérieuses que la voix dans sa tête ne peut nommer. Il panique alors en réalisant que ne pas avoir combattu ce cerf est définitivement la raison pour laquelle il est toujours en vie. À la tombée de la nuit, Ru remplit les conditions pour évoluer en une espèce éteinte, le seigneur apôtre, et il accepte. Ensuite, le système affiche quelques messages d'erreur concernant un certain 8e seigneur démon en lequel Ru pourrait évoluer, puis cesse soudainement de donner toute information. Au 114e jour de sa vie de gobelin, Ru et son groupe traversent les montagnes pour atteindre la région des collines. Cependant, en chemin, Emery et Spinel tombent soudainement enceintes des bébés de Ru. Ru arrête donc le 1000 pattes squelette près d'une rivière pour accoucher les bébés. Après une césarienne réussie, Spinel donne naissance à une belle petite fille humaine que Ru nomme Nicolas, tandis qu'Emery met au monde un grand ogre que Ru nomme Onikawa. Une fois les naissances terminées, Ru charge le 1000 pattes squelette et continue de voyager un jour de plus jusqu'à leur dernier point de contrôle, la cité du Purgatoire. Au 115e jour de sa vie de gobelin, Ru arrive à la cité du Purgatoire et déguise Rubilia afin qu'elle n'attire pas les ennemis de son père. Une fois cela fait, il garde les mères allaitantes à la maison et emmène les guerriers restants à la guilde des aventuriers de la ville pour recueillir plus d'informations sur l'endroit.
endroit. Arrivé là-bas, Rao est défié en duel par un groupe d'aventuriers de 4 personnes. Mais comme il est à peu près sûr de pouvoir facilement les transformer en purée de pommes de terre humaines, il fait preuve de créativité et pense à quelque chose de plus amusant pour tout le monde. Il appelle les 3 idiots demi-humains qu'il avait défiés plus tôt, Neki, Fuki et l'étrange Genki, les oppose à tous les aventuriers présents dans le hall de la guilde et promet de donner 5 plaques d'argent à quiconque les vaincra. Naturellement, cela attire de nombreux aventuriers présents, mais malheureusement pour eux, ces demi-humains ne sont pas à prendre à la légère car ils ont tabassé tous les aventuriers jusqu'à ce que chacun soit évanoui ou gravement blessé. Après la courte bataille, Ro fait la publicité de Parabellum et passe le reste de sa journée à faire du shopping avec Rubelia et Gobi. Plus tard cette nuit-là, Ro reste éveillé et réfléchit à ce qui se passera après leur arrivée à Oswell le lendemain et la livraison de la princesse. Alors qu'il réfléchit à son prochain mouvement, il se souvient soudainement de tous les groupes envoyés explorer les autres royaumes et décide de prendre de leurs nouvelles. Après avoir vérifié le groupe 3 de Hob Sato et s'être assuré qu'ils allaient au bien, il appelle Hob pour le groupe 5 et Am l'assure qu'il recueille un maximum d'informations. Une fois qu'il a fini de les contacter, il contacte le groupe 4 et apprend d'un membre aléatoire, Abrin, qu'ils ont du mal à prendre des décisions car ils n'ont pas encore de chef de groupe. Alors pour les aider, il nomme Abrin chef et les laisse se débrouiller. Enfin, il essaie de passer un appel pour joindre le groupe 2, celui de Kichi. Mais lorsqu'il tente de voir à travers les boucles d'oreilles qu'il porte, Ro recule sous le choc en se voyant se faire couper en deux, le tout en temps réel. Le lendemain matin, Ro appelle Rubelia et demande un détour de 2 jours de leur voyage vers Oswald pour vérifier Kichi et son groupe dans la cité labyrinthe, Griphos. Normalement, c'est une rupture de leur contrat, mais comme Rubelia a maintenant mûri, elle lui permet de prendre le détour. Cela réglé, Ro charge le 1000 pattes Koaili tel squelette et entame son voyage de 2 jours vers Griphos. Un jour après le départ, Ru trouve Gobi l'air sombre, fixant le collier qu'il lui avait offert du temps où il n'était que des gobelins de Randé. Il s'approche pour tenter de deviner ses pensées. Bien que seulement 4 mois se soient écoulés depuis leur naissance, Gobi est triste d'être resté la même vieille variante de baron d'Ampier, tandis que les autres ont évolué et ont porté sa progéniture. Se sentant désolé, Ru la serre contre lui et lui assure qu'il ne la quittera jamais pour aller chercher du lait tant qu'ils s'aimeront. Au 118e jour, Ru arrive à Griphos et trouve un groupe d'aventuriers sortant en courant d'un donjon particulier, effrayés que le minotaure géant caché à l'intérieur ne leur broie les entrailles comme du beurre. Pour mieux comprendre la situation, il rencontre le maire de la ville et explique que le minotaure pourrait être son ami, Kichi. Mais le maire lui dit avoir déjà envoyé 3 groupes pour l'éliminer il y a des lustres. En entendant cela, Ril se précipite vers l'entrée pour infiltrer le donjon et sauver Kichi. Mais quelques secondes plus tard, un Kichi géant évolué et Gabe sortent du donjon tels des boss de jeux vidéo agaçants se présentant comme des créatures évoluées. Après les salutations, Kichi explique qu'il a combattu un monstre rare appelé le miroir mental au niveau le plus profond du donjon et a failli mourir juste à cause de son côté miroir. Heureusement, avant que cela n'arrive, ses anges gardiens lui ont donné une chance d'évoluer pour éviter de mourir. Il l'a donc saisi et a non seulement évolué en une nouvelle espèce de minotaure géant, mais a également détruit la réplique et aidé sa petite amie Gobai à évoluer en une variante de seigneur de la terre. Cela dit, Kichi défie Ru en duel pour tester sa force et Ru creuse un grand cratère dans le sol pour l'utiliser comme arène de combat. Le décor étant planté, Ru rassemble tous leurs proches pour assister au match épique, s'arme du Kaze Club et échange quelques mots avec Kichi, tout en évaluant la force de sa hache de combat et de son bouclier enchanté. Après toutes ces discussions, les 2 parties lancent la bataille en entrechoquant leurs armes et en libérant de grandes quantités d'énergie de recul. Se sentant confiant en ses capacités, Kichi se renforce ensuite avec ses affinités de feu et de foudre simultanément et charge Ru. Ru comprend qu'il ne peut pas se défendre entièrement contre le feu pour l'instant, alors que Kichi le charge, il bloque son attaque et l'attaque secrètement par derrière avec un combo d'attaque terre et eau. Suite à l'attaque de Ru, Kichi invoque le taureau fantôme vivant à l'intérieur de son bouclier enchanté et attaque Ro avec toute sa force. À ce stade, Ro réalise qu'il doit prendre la bataille au sérieux, sinon Kichi le vaincra. Alors, pendant qu'il se défend contre les attaques de Kichi, il active la capacité de puissance adamantine transcendantale, magnifie tous ses pouvoirs et devient un peu fou. Avec sa puissance de sortie maintenant augmentée, Ro lance Kichi en l'air et l'attaque à plusieurs reprises, avec la danse des 1000 lances pour l'incapacité. Imperturbable, Kichi encaisse le choc de toutes les attaques, crée un écran de fumée puis se suspend en l'air pendant quelques secondes. Ensuite, le colosse perd le contrôle de ses émotions et de ses pouvoirs, déchaînant une attaque de feu si massive qu'elle terrifie les spectateurs. Heureusement, Rogue a contrôlé le flux d'air à la dernière seconde, réussissant à maintenir la majeure partie du feu et de la foudre au centre de l'arène, sinon certains spectateurs auraient non pu être gravement blessés. Tout cela parce que son stupide adversaire a oublié d'allumer son cerveau. Réalisant qu'il a fait une bêtise, Kichi se soumet à une réprimande de Ru et Ru lui remet les idées en place comme au bon vieux temps. Le lendemain, Ru met fin à son duel avec Kichi, se sépare de son ami et de sa petite amie, puis voyage encore quelques heures jusqu'à Oswell, la capitale royale. En traversant cette magnifique cité
cité, ils admirent le paysage et l'infrastructure moderne qui la distingue des autres villes et discutent de son histoire. Après avoir exploré un moment, Rubilia emmène Rue et ses filles au prestigieux palais d'Ambre où elle vit et les invite tous à se détendre avec elle en tant qu'invités. Quelques heures plus tard, le groupe de Rue se gave de nourriture de première qualité, mais la nuit venue, ils ont tous du mal à dormir dans des lits aussi moelleux, tout cela parce qu'ils sont déjà habitués à souffrir de maux de dos. Au 122e jour, Ro se réveille plein d'énergie pour la journée, alors il se rafraîchit rapidement et se présente à la princesse pour récupérer sa récompense. En plus de la plaque d'or promise, Rubilia donne à Rue et à son groupe une lettre d'approbation leur accordant un accès gratuit à la capitale quand ils le souhaitent. Mais avant de l'accepter, Rue vérifie qu'elle sait ce qu'elle fait. Eh bien, à son plus grand étonnement, Rubilia non seulement révèle tout ce qu'elle a appris de ses manières jusqu'à présent, mais elle lui fait aussi savoir qu'elle observe ses actions et réactions depuis qu'il a accepté cette mission. Bref, Rue développe une étrange amitié avec la princesse après quelques discussions, puis quitte Oswell pour le village gobelin, ayant placé ses espions répliques dans toute la ville. 2 jours après le départ, il aperçoit Gobi l'air sombre à nouveau et lui demande si elle s'inquiète toujours de leur discussion. Quand elle lui dit oui, Rue demande et découvre qu'elle est actuellement au niveau 89 en tant que variante d'Ampier. Alors, après lui avoir fait le long et ennuyeux discours d'anime pour la réconforter, il décide qu'il va l'aider à s'entraîner. Gobmi met tout son cœur et son âme dans son entraînement et détruit autant de monstres qu'elle le peut jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Se sentant désolé, Rue la ramène au camp et subit lui aussi une forme d'épuisement de mana. Heureusement, aucune menace imminente n'est à signaler. Rue prend donc un bon dîner et se couche tôt. Cependant, vers minuit, Gobi évolue secrètement la compagne vampire de Rao et elle se réveille le lendemain, ravie de devenir enfin la noble compagne vampire de l'être qu'elle aime tant. Quand Rue se réveille, il exprime son choc face à son évolution soudaine, mais Gobi sourit pendant plusieurs secondes et se promeut d'une de ses maîtresses à son épouse officielle. Malgré sa confusion, Ro la serre fort dans ses bras et lui remplit la tête de tous les doux mots que les femmes aiment entendre. Au 126e jour, Rao et son groupe sont enfin de retour dans la forêt de leur naissance. Arrivé là, Ro a le choc de sa vie en réalisant que Kishi, sa petite amie, et les autres sont déjà revenus et ont transformé leur grotte de gobelins en un manoir moderne aux équipements incroyables. Confus, il demande à Kishi et aux autres de s'expliquer, mais ils lui disent avoir tout fait en silence pour le surprendre. Après ces discussions, Kishi et Gobi emmènent Rue visiter leur ferme, et Rue découvre que la dryade avec qui il a eu des relations 2 fois a déjà emménagé pour vivre avec eux. Après leur retrouvailles, ils vérifient leur ranch, leurs nouveaux et mignons membres félins, et beaucoup d'autres nouvelles choses. Peu de temps après, Abji les informe que Leneji vit ses derniers instants sur son lit de malade et aimerait voir tout le monde une dernière fois avant de passer l'arme à gauche. Presque instantanément, Rue emmène ses concubines et sa progéniture au chevet de Lénégé et réveille le champion pour qu'il puisse voir ses descendants. En voyant ses nouveaux descendants, Lénégé rit de bon cœur en se remémorant les moments où il disciplinait Rue. Mais après les rires, Rue lui parle de toutes leurs récentes évolutions et le vieux gobelin apprécie les choses qu'il a eu le privilège de voir à la fin de sa vie. Peu après avoir remercié Rue d'être un si bon modèle pour les autres, Lénégé ferme les yeux pour toujours. Mais son bâton d'amour reste au garde à vous, prêt pour une dernière action. Après son décès paisible, Rue incinère le corps de Lénégé et promet de passer ses 20 années de vie à créer des souvenirs avec chacun. Après les funérailles, il organise le tournoi de combat à main nue de la compagnie de mercenaires Parabella et ordonne à chacun de se battre mais d'éviter de se tuer. Cela dit, le premier duel commence entre le chevalier en armure d'acier en rébellion et ils se battent à cœur joie. Ensuite, Rue oppose Opsai à Gobi, Opsado à Gobi et quelques autres. Après avoir laissé les petits poissons se battre, Rue affronte enfin son rival de toujours, Kishi, dans un autre duel de pure force. Après avoir échangé des mots arrogants, le duo se frappe mutuellement et finit par se battre jusqu'à l'épuisement. À la fin du tournoi de combat, Rao classe chacun selon sa performance, lui-même prenant la première place et termine la journée par un bon dîner chaud préparé par les chefs jumeaux. Très tôt le lendemain matin, Rao reçoit un appel de la princesse Rubilia qui lui dit avoir besoin de ses services pour une tâche et il se doute qu'elle lui cache quelque chose. Sentant son hésitation, la princesse Rubilia promet d'accroître sa notoriété et de le rendre plus célèbre parmi les habitants de la capitale s'il l'aide. Rue, n'ayant pas le choix, décide de mordre à l'hameçon. Dès le lever du soleil, Ro et son équipe de mercenaires s'équipent et entament un nouveau voyage vers la capitale royale d'Oswell, totalement inconscient des dangers qui les y attendent. Cela nous amène à la fin de la vidéo. Que pensez-vous que la princesse a prévu pour Ro et son peuple à Oswell? Pensez-vous que c'est un autre piège? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous voulez plus de résumés d'animes comme ceci, regardez plutôt cette vidéo.